Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Martin Petit, créateur de contenu. Dans l'épisode précédent, exceptionnellement en 2 parties, Martin nous a raconté son voyage en Jordanie et sa mission avec Médecins sans frontières. Martin nous a livré à quel point cette expérience a été bouleversante et pleine d'humanité. Pour cette 2e partie, Martin revient sur cette résilience qu'il incarne. Depuis son accident il y a quelques années, il sensibilise le grand public sur la question du handicap. Martin nous parlera de sensibilisation et d'inclusion, mais aussi de notoriété, de responsabilité et de prise de conscience. Je rappelle que cet épisode en 2 parties est très spécial, puisqu'il intervient dans le cadre du Podcaston, une initiative caritative qui mobilise le monde du podcast, et Good Visa est ravi de soutenir Médecins sans frontières. Alors, à vos dons, prêts, écoutez, on compte sur vous. Et ça me fait plein d'éléments de transition pour la seconde partie du podcast, parce que donc Good Visa, c'est le podcast pour découvrir le monde, mais aussi prendre soin de soi. Et toi, pour prendre soin de toi, ces dernières années, tu as fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Bien évidemment, on pense à ton dernier projet avec Lou Rillag, avec ce livre Résilience et ce film. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas nécessairement envie de parler de sujets que tu as déjà couverts pendant des mois avec l'actualité, sur les plateaux télé, dans des podcasts, mais quand même toucher quand même 2-3 mots sur cette aventure, parce que ça a été des voyages exceptionnels pour montrer aussi qu'en fait, même en situation de handicap, des exploits incroyables peuvent être réalisés. Et ça me fait penser aussi à l'épisode sur la Nouvelle-Calédonie avec Mehdi, qui a amené Erwan, un jeune de 15 ans handicapé, à l'autre bout du monde pour lui faire vivre des expériences extraordinaires. Parce que voilà, Good Visa, bien-être et voyage, j'ai envie que les gens comprennent que le bien-être, ça touche tout le monde, il faut que ça inclue tout le monde. Et par rapport à ce projet avec Louri, donc vous avez traversé le désert du Sahara, vous êtes allé au sommet des Alpes enneigées et vous avez été naviguer sur l'océan Atlantique. Est-ce que, si on devait parler de cette expérience pendant seulement 2-3 minutes, qu'est-ce que tu retiens peut-être après avoir fait toute cette promo pour... encore une fois, je mettrai le lien du livre, on espère un jour que ce film sera visible sur les grandes plateformes. Ouais, on espère aussi, ouais. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens suite à cette aventure ? Alors déjà, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que c'est évidemment un projet très personnel, de base. Moi, j'ai eu un coup de fil de Laurie qui m'a proposé d'aller dans des environnements que des personnes sur leurs 2 jambes, où des personnes sur leurs 2 jambes ne vont pas nécessairement. Donc encore moins des personnes en fauteuil roulant. Donc je me dis, tiens, il y a une notion de challenge. Tiens, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir me découvrir aussi moi. Je vais pouvoir découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux endroits. D'autant plus que pour moi, c'est des endroits qui me paraissaient inaccessibles. Et je me suis dit, ça peut être un sentiment de revanche qui peut être incroyable d'aller se challenger comme ça. J'ai appris beaucoup de moi-même. Hein. Bon, ça, je l'ai maturé après, et je l'ai appris après en posant les choses, en les digérant, etc. Mais j'ai pris énormément de moi-même, j'ai pris beaucoup en confiance. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ce genre de projet, il y a aussi cette réalité et qui montre aussi toute la nécessité du travail en équipe, du collectif, qu'on peut transposer à la société. C'est que finalement, sans Louri, sans les équipes, sans les garçons qui étaient là aussi pour m'aider en termes de manutention, au-delà de la vidéo à prendre, de la photo à prendre, de la logistique à gérer, etc. C'est que sans eux, clairement, j'aurais pas pu réaliser ces choses-là. Après, moi, j'ai senti aussi en Louri beaucoup d'ambition, la même que la mienne. Voilà, ça, le duo fonctionnait. On s'est lancé sans pas des convictions intimes, parce que je pense on était intimement convaincus de la valeur des choses qu'on portait. Pour autant, personne ne nous a suivis au début. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on s'est quand même bougé les fesses, qu'on a fait jouer nos réseaux respectifs, etc. Qu'on a mis des choses en place et on a réussi à réaliser donc, ce qu'on a fait, donc le Maroc, les Alpes, décollage en parapente, navigation en voilier, etc.
On a eu l'opportunité d'écrire un livre parce que Laurie avait déjà écrit un livre avec Hachette 1 an auparavant. Donc on a eu cette occasion-là. Donc on l'a saisie. Et en fait, ça nous a permis aussi de faire la promotion du Grand Rex à Paris, qui était un peu la consécration de 3 ans de projet. Donc c'était pas rien. Après, moi j'ai envie d'aller au-delà de ça. C'est que au-delà de moi-même, au-delà de ce qu'on a réalisé dans ces moments-là, c'est que c'est un point d'ancrage pour aller interpeller un public peut-être différent, pour que ces gens-là se posent des questions et cherchent un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Parce qu'on a réalisé des exploits. Tu vois, moi ce que je comprends pas, c'est que on a quand même pris, enfin moi j'ai pris le risque, hein. Laurie avait la responsabilité de ma vie, et moi j'avais la responsabilité de me dire, bah je suis prêt à la perdre. Parce que quand tu décolles en parapente avec ce qu'on a réalisé, bah il y avait une chance sur 2 que ça marche quand même. Même si on a mis tout, on a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. La preuve, si je suis là pour en parler, c'est que ça s'est bien passé. Avec notamment Flo qui a été le parapentiste, etc. C'était une première pour lui. Et voilà, c'était une responsabilité de tout le monde en fait. Et ce truc-là, c'est mondialement jamais réalisé. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Et je me dis pourquoi ça n'a pas pris plus d'ampleur. Et pour autant, tu vois, genre je me dis, c'est en faisant ce genre d'événement que on va pouvoir aller interpeller un public différent si les intentions elles sont bonnes derrière. C'est-à-dire que y a aussi une notion, parce que j'écoute toutes les parties prenantes de plein de choses, dans plein de causes, etc., notamment dans le handicap, et j'entends aussi le porn inspiration. Donc tu vois, en gros, c'est tu inspires les valides, et en fait, on n'est pas là pour inspirer les valides. Et en fait, t'as un truc où t'existes en tant qu'handicapé, soit t'es dans la vision très misérabiliste, très dépendante, très dans l'empathie, je dirais même la pitié de t'as besoin d'aide, etc. Ou soit t'es dans une truc de super-héroïsation qui est en gros t'existes parce que t'as réalisé ce genre d'exploit que j'ai pu réaliser. Après voilà, moi j'essaie d'avoir dans mon discours, et Dieu sait que j'ai pas le temps de l'exprimer tout le temps parce que on est souvent restreint par les formats qui sont la télévision, la radio, la presse papier, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les podcasts, c'est qu'on a le temps en fait de parler de tous ces sujets-là, et tout ça pour dire que moi c'était pas pour inspirer les valides. Déjà c'était quelque chose que je faisais par rapport à moi-même, et que c'est un point d'ancrage sur la continuité de mon combat. C'est-à-dire bah voilà, j'ai coché cette case-là, on a rempli le Grand Rex, on a fait un exploit qui est mondial, hein, de décoller en parapente. Je parle des exploits, mais celui-là particulièrement, hein, il est oufissime. Après voilà, je veux pas m'attribuer tous les mérites, mais si tu veux interpeller le maximum de gens, il faut faire des choses que les gens ont jamais fait. Et voilà, et après moi je sais que mes intentions sont les miennes, mes principes sont les miens, mes valeurs que j'ai envie de véhiculer, je sais celles que j'ai envie de véhiculer, et du coup c'est un peu un prétexte, résilience, pour la continuité de ce que je fais, pour aller encore plus loin, pour aller toucher encore plus de personnes, pour qu'on s'intéresse à moi. Et tu vois, même encore ce matin, j'écrivais un texte où je disais comme tout le monde, t'as le syndrome de l'imposteur, tu doutes de ta légitimité, t'as pas forcément envie d'aller prendre une place qui est pas la tienne et tout. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de phénomène de polarité. Moi, je trouve que t'as beaucoup de gens qui ont la parole et qui sont très clivants. Et je me dis, en fait, j'en ai marre de m'excuser, de pas prendre de la place pour froisser personne et pour laisser les choses venir. J'ai laissé beaucoup les choses venir, même si je sais saisir les opportunités et ma chance et la provoquer. Mais je pense que maintenant, je m'excuse plus de dire que j'ai envie d'aller prendre la place qui est la mienne, d'avoir de la notoriété qui soit énorme, parce que de toute manière, ça c'est un peu le rêve de ma vie, c'est que moi j'ai redonné du sens à ma vie dans le sentiment d'utilité que je peux avoir pour les autres. Mais demain, moi je veux être le Bruce Wayne de la tétraplégie, où je veux avoir beaucoup d'argent, non pas pour moi, mais pour financer des actions, aider des gens, payer des centres de rééducation, du matos parce que ils ont pas les moyens de le faire, ou on sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a des systèmes un peu de lobbying, d'omerta, de machin, où en fait les gens ont pas l'opportunité en fait de faire leur métier. Tu vois, combien de gens dans le soin ils sont en galère par rapport aux moyens qui sont les leurs, tu vois. Et je me dis c'est pas normal. Ces gens-là ils sont essentiels, je me suis reconstruit par rapport à ces gens-là, et je vais aller au plus haut niveau pour pouvoir avoir la chance d'aider au max. Et pareil, après ça c'est un rêve, et j'en parle pas tout le temps parce que même moi des fois je
je le mets un peu de côté, mais si demain je suis immensément riche, bah, le but c'est de me dire, bah, est-ce que je peux pas payer des projets de recherche en lesquels je crois, et de me dire, bah, j'ai pu avoir ma pierre à l'édifice. Et on s'en fout, en fait, que ce soit moi ou que ce soit un autre. Demain, mon nom, il sera oublié dans l'histoire, on s'en fout. Par contre, mes idées et ce que je véhicule là, bah, ça va vivre dans la tête des gens, sans qu'on sache que c'est moi. Et c'est pas le plus important, finalement. Après, j'avoue, si j'ai une petite statue un jour quelque part, non, je plaisante, mais voilà, après, je, je, je dis souvent, je mets l'ego aussi, enfin, mon ego au service d'une cause. Et je suis pas là pour écraser les autres, je suis pas là pour satisfaire de manière incommensurable un ego qui est déjà quand même important. J'ai pas besoin de lui donner davantage, mais je pense que c'est aussi important d'en parler parce que le fait d'avoir de l'écho, c'est ce qui m'a permis de me reconstruire. Donc je vais pas cracher dans la soupe, je vais pas cracher dessus. Et pour autant, voilà, je suis pas dans la fatuité, qui est un peu le côté péjoratif de l'ego. La fatuité, c'est la satisfaction de soi-même, c'est écraser les autres, c'est se montrer de manière un peu ostentatoire, risible. Je suis pas dans ce truc-là, tu vois. Moi, je suis dans un ego qui est sain, je pense. Et pour autant, voilà, j'ai des défauts aussi. Des fois, bah, quand on m'attaque, bah, forcément, j'ai envie de dire, bah, toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour me juger, en fait. Mais voilà, après, j'essaie d'être en conscience par rapport à beaucoup de choses. Et bref, pour revenir à ce que je disais, c'est que bah, un jour, si j'ai beaucoup d'argent, bah, peut-être que si je peux apporter ma pierre à l'édifice, j'en serai ravi. Et puis, ça sera le combat de ma vie. Et quand bien même j'y arrive ou pas, ce qui compte, c'est l'énergie que j'y mets et la conscience que j'ai par rapport à tout ça et le fait d'avancer. Enfin, moi, en tout cas, ça me permet d'avancer. Et quand je vois le point de départ et là où j'en suis déjà à 6 ans et demi, je me dis que je suis possiblement sur un chemin qui est pas trop mal, quand même. Et justement, ça, tu sens l'évolution, on en parlait un petit peu en off, mais durant ces 6 dernières années, parce que là, on en parlait, donc tu as même fait d'ailleurs un TED Talk là-dessus, sur la résilience au service des autres. Et peut-être, pardon, avant de continuer sur la réponse à ma question, la résilience, on en entend de plus en plus parler dans les bouquins de développement personnel, donc vous en avez beaucoup parlé par rapport à ce livre et à ce reportage. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la résilience, tu l'expliques comment en 1 ou 2 phrases? Bah, la résilience, c'est la capacité qu'a une personne à s'affranchir de l'adversité et je pense d'affronter les choses en conscience et de s'affirmer par rapport à elles. Tu vois, j'ai vu beaucoup de personnes tomber dans la facilité et encore une fois, le mot n'est peut-être pas le bon, mais donc je le mets entre guillemets. Mais en fait, la facilité, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est très 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 dur. Et Dieu sait que c'est dur parce que je l'ai vécu aussi. Et en fait, ces gens-là vont tomber sur des choses qui sont pas forcément les bonnes. Ça va être l'alcool, ça va être la drogue, ça va être des choses où moi j'avais déjà conscience, mais c'est lié peut-être à mon passif de sportif, d'être attentif à ma santé, à comment je mange, etc. De me dire, mec, si tu commences à te servir de ces facilités-là, le jour où tu vas devoir te sortir les doigts et le jour où tu vas devoir te sortir de cette torpeur, bah finalement ça sera 2, 3, 4, 5 fois plus compliqué que si tu les affrontes tout de suite en conscience. Donc j'ai pas occulté en fait la douleur que j'ai vécue, je l'ai affronté tout de suite. Je l'ai affronté, je l'ai pris dans les dents, je l'ai mal digéré, j'ai été en colère, j'ai été triste, j'ai été tout ce qu'on veut. Pour autant, je voulais pas que ce soit autre chose qui vienne prendre le contrôle et qui dicte ma vie. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai le contrôle sur les choses. Ça a mis du temps d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me réapproprier mon corps, mon rapport à la société, d'apprendre par rapport à mon niveau d'autonomie, d'être aussi très reconnaissant et d'avoir de la gratitude par rapport à cette indépendance pour un tétra que tout le monde n'a pas, dont j'ai conscience, mais pour autant ne pas minimiser ce que ça me coûte en termes d'investissement, de temps et d'énergie, de faire tout ce que je fais. Et affronter les choses en conscience m'a permis peut-être de gagner du temps. Et la résilience, c'est ça, c'est enfin, à mon sens, hein, c'est de pouvoir, c'est pas se laisser dicter ta vie par quelque chose d'incontrôlable. Et c'est d'ailleurs un mot que j'utilise en ce moment, que j'ai appris il y a pas très longtemps. Et j'essaie de lire pour, être un peu répondre à l'excellence que j'ai envie d'avoir, pour mieux m'exprimer, pour exprimer mes idées. Et tu vois, un mot que j'ai appris dernièrement, c'est l'impertinence de la vie. En fait, la vie, elle est... c'est très philosophique. Oui, pour ça,
Mais tu vois, l'impertinence, c'est ça, c'est que quoi que tu fasses dans ta vie, tu n'auras jamais le contrôle. Tu n'auras jamais le contrôle sur la personne qui t'aime, tu n'auras jamais le contrôle sur ton corps, sur ton esprit, sur ce qui dicte ta vie. Un jour ou l'autre, un de tes proches va mourir, la plupart de tes proches vont mourir, tu vas vieillir, tu vas plus être dans cette insouciance de te dire je suis le plus fort, etc. Il peut rien m'arriver. Moi, cette réflexion-là, je l'ai développée évidemment précocement parce que j'ai un accident à 25 ans. Et c'est là aussi où je dis que mon discours, il peut s'appuyer... Enfin, il peut parler à beaucoup de personnes. C'est que je peux parler autant à quelqu'un qui a une dizaine d'années que quelqu'un qui a 70 ans. Parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses très très vite. Et en fait, c'est ça, c'est que l'impertinence de la vie, c'est que tu pourras pas contrôler ce qui est incontrôlable. La vie, elle aura toujours le dessus. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours des moments dans ta vie où tu pourras pas le contrôler. Donc, faut aussi apprendre à être en conscience par rapport à ce qui peut arriver, ne pas se laisser définir par ça, d'être en conscience de ce que tu vas utiliser comme palliatif à un moment donné, bah ça peut peut-être te desservir derrière. Tu vois, moi par exemple, mon seul vice, ça a été de fumer des cigarettes, donc pas forcément de la drogue, etc. Mais c'était un moyen de m'infliger une douleur physique pour contrecarrer celle que je vivais dans ma tête. Et j'ai fumé pendant 1 an au centre de rééducation, bien comme il faut. Et par contre, tu vois, quand je suis sorti du centre, après je me l'explique pas, hein, mais je suis sorti du centre et j'ai dit j'arrête du jour au lendemain. Et boum, j'ai arrêté. Alors que tu vois, genre j'avais déjà avant arrêté de fumer, parce que j'ai fumé de mes 19 ans à mes 22, après de mes 22 à mes 25 j'ai pas fumé, très très peu. Et là j'étais dans un rythme où je fumais beaucoup. Et c'est pas grave, j'en ai conscience. Par contre, il faut que je fasse attention que ce vice-là ou que cette chose-là ne me contrôle pas. Et ça m'arrive encore, hein. Alors tu vois, je le dis pas souvent, hein, mais ça m'arrive de griller une cigarette de temps en temps quand j'ai l'occasion de le faire. Ou par période, quand la période s'y prête. Mais j'essaie d'être en conscience et pas de tomber dans ces choses qui, à mon sens, peuvent te mettre au fond du seau et pour t'extirper après, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Ça m'a beaucoup marqué là aussi, tout ce que tu viens de dire, bien évidemment, et j'espère que ça va... Voilà, que le message va passer à travers ce podcast, et vraiment ce que tu disais par rapport au contrôle. Je pense qu'on est beaucoup à être ce qu'on appelle des contrôle freaks. Hein. Je parle en connaissance de cause. C'est vrai, de tout vouloir contrôler dans tous les aspects de notre vie, alors qu'il suffirait, comme tu dis, de prendre conscience qu'en fait, non, on ne pourra jamais tout contrôler. Ouais, on perd du temps et de l'énergie, en fait. Et puis les choses prennent du temps. Tu sais, la résilience en tant que telle, tu vois, pour revenir sur cette thématique, pour apprendre à se connaître, pour mûrir sa réflexion, etc. Tout ça, ça prend du temps. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure de la question à laquelle on n'a pas répondu de qu'est-ce que tu vois comme différence significative entre avant et maintenant. Et c'est vrai que, tu vois, bah, plus je fais cet exercice, plus je mets des mots sur ce que j'ai vécu, plus je conscientise ma pensée, j'arrive aussi à l'articuler mieux. J'ai des mots qui viennent enrichir un peu ce que j'ai envie d'exprimer, mon vocabulaire, etc. Et c'est vrai que il y a 2 ans, à 2 ans de mon accident, quand je fais un TEDx, je me chie dessus littéralement sur l'exercice. Je suis pas content de moi, je suis très critique vis-à-vis de moi-même. Pour autant, je me trouve un peu des excuses parce que là, je suis tétraplégique, je suis fatigué, du coup, j'ai peut-être pas autant travaillé que j'aurais dû, etc. Après, je l'ai fait. Et d'ailleurs, toi, on en a aussi parlé en off. La petite anecdote, c'est qu'à la base, je voulais pas le faire parce que je m'en sentais pas à la hauteur. Et je me souviens avoir envoyé un message à Théo Curin, avec qui maintenant on est copains, et je lui dis écoute, t'as fait des TEDx. Lui, en plus de ça, il est plus jeune que moi. À l'époque, il était encore plus jeune parce qu'il a peut-être 22 ans, Théo, je sais plus exactement. Donc il aura 18 ans, il a déjà fait des TEDx et il s'est exprimé super bien pour un garçon de son âge, etc. Je me dis putain, j'ai tout à apprendre. Et puis en fait, quand tu conscientises aussi son problème, c'est que lui, il a eu son accident, enfin il a eu son pépin de santé à 4 ans. Donc Théo, c'est quelqu'un qui a amputé des 4 membres à la suite d'une méningite, donc il a dû se faire amputer pour éviter l'infection de son corps. Et tu vois, il a eu tout ce temps entre ses 4 ans et ses 18 ans, il a eu tant de temps de réfléchir à toutes ces questions que tu te poses quand tu deviens handicapé du jour au lendemain. Et moi, finalement, ça faisait que 2 ans. Donc tu vois, j'avais de l'exigence vis-à-vis de moi, mais en fait, c'est ça aussi, il faut pas se comparer. Et bref, pour revenir à l'histoire, c'est que j'envoie un message à Théo, je dis
qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit fais-le, faut que tu le fasses, machin et tout. Je sais plus comment il m'avait dit ça, il m'avait motivé. J'ai dit bon allez, je le tente. Et puis j'échoue, c'est pas grave en fait. Et en fait je me rends compte que c'était pas si compliqué que ça et que bah, peut-être la prochaine fois où j'en ferai un, mais j'ai envie de le faire. Après c'est plus sur le format où ça c'est plus par rapport à moi, où c'est peut-être pas là où je me sens le plus à l'aise, donc c'est peut-être pas là où j'ai forcément envie d'aller. Pour autant, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et quand je fais l'analyse de moi-même sur même ces 6 derniers mois, même par rapport à Résilience Grand Rex qui était là fin novembre, et là, c'était il y a 3 mois, hein, je vois déjà une différence dans ma manière de parler, dans ma manière de prendre position, de m'affirmer, et d'avoir un discours qui s'articule plutôt bien, je pense. Et voilà, t'as des steps à passer dans ta vie, et tout ça prend du temps. Et que ce soit pour tout et n'importe quoi. Complètement. Et pour cette dernière partie, j'aimerais bien qu'on aborde, je le disais un petit peu tout à l'heure, que le bien-être, c'est pour tout le monde, donc ça passe par l'inclusion et la sensibilisation. J'ai fait aussi un épisode un peu plus tôt avec Victoria, où on parlait de sensibilisation par rapport au cancer du sein. Et là, je suis contente, c'est pas vraiment le mot, mais qu'on puisse justement parler de tout ça. Tu le partages beaucoup sur ton compte, et même si... à mon humble niveau, j'avais l'impression d'être quand même sensibilisée à certaines problématiques pour le handicap, ayant un petit cousin qui est non-voyant et voyant le nombre de non-adaptations qu'il y a au quotidien pour une personne non-voyante. C'est vrai que sur ton compte, tu expliques souvent ton quotidien, les difficultés que tu as, et tu parles par exemple de l'inaccessibilité des transports, de toute cette charge mentale que tu as en plus, de ton quotidien qu'on ignore toute l'énergie que tu mets. L'argent que ça coûte, et tu t'exprimes vraiment encore plus là-dedans, et justement c'est un lien avec ce que tu disais, où on sent que maintenant en fait il va plus avec des pincettes, et tu dis clairement aux gens regardez la réalité telle qu'elle est, et je trouve que c'est plus que nécessaire que les gens aient conscience de tout ça. Donc je sais que tu as plein de choses à dire sur le sujet, donc... Non, mais en fait ce qui est délicat c'est que c'est l'équilibre de... ta personnalité, ta volonté, ton envie d'aider les autres à un instant T, parce que j'ai aussi cette nécessité d'avoir des besoins pour moi, j'ai aussi des qualités, des défauts, comme je disais. Après, l'équilibre, c'est très difficile à trouver quand tu portes une cause comme la mienne, ou que tu as envie de porter en tout cas, que j'incarne. C'est que, à la fois, il faut être très pédagogue, très positif, montrer que c'est pas ton handicap qui te définit, c'est pas montrer que c'est ta condition qui te définit, que le pouvoir il est entre tes mains et que tu peux mettre des choses en place, mais que ces choses que tu vas mettre en place, ça va peut-être pas se matérialiser comme ça. Il y a des gens, ils mettent peut-être 10 ans, et puis il y a un 10 ans où tout roule entre guillemets. Donc faut valoriser ce truc positif, être pédagogue, ça coûte beaucoup. Enfin moi ça me coûte beaucoup parce que je répète les choses, mais à la fois je le répète, hein, mais il faut être très récurrent dans ses propos, parce que moi quand j'exprime quelque chose, j'ai le sentiment que c'est acquis. Mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles personnes qui n'ont peut-être pas vu les stories que j'avais mis à un moment, etc. Parce que chacun est pris par son quotidien, etc. Faut aussi que j'accepte cette part de réalité de ne pas pouvoir intéresser tout le monde avec des combats comme le mien. Pourtant, j'essaye de faire des belles photos, des belles vidéos, de mettre des textes, de me lancer des défis, etc. Et d'un autre côté, il faut être... il faut pas être vindicatif dans le sens où le fait de râler, bah ça peut aussi desservir la cause parce que on passe pour les gens qui râlent, etc. Mais d'un côté, il faut aussi taper du poing sur la table quand il faut le faire. Il y a un moment donné, quand est-ce qu'on prend nos responsabilités? Moi, je suis le premier surpris, hein, parce que tu vois, moi avant, je garais ma voiture dans le parking en bas de chez moi. Là, j'ai un gros van, je peux pas le garer dans le parking parce qu'en hauteur, il passe pas. Et bah là, je suis confronté à l'usage des places handicapées que j'utilisais pas particulièrement avant ça. Et là, je me dis, mais ça m'arrive tous les jours qu'on me prenne ma place handicapée. Et quand je le partage en story, j'ai, dans l'heure qui suit, 10 messages, ça a été pareil pour moi, tu vois. Et en fait, c'est pas une question de critique ou quoi, c'est juste d'interpeller sur des réflexions. Alors des fois, j'y vais avec des pincettes, des fois un peu moins. Même si Dieu sait que je prends des pincettes parce que je suis médiatique, donc je peux pas dire allez tous vous faire enculer ou des trucs comme ça, ça passerait beaucoup moins bien. Si t'entends. Voilà, il faut dire les choses avec un peu plus d'élégance,
Et à la fois, je me dis, c'est aussi ce qui donne peut-être la consistance. Et tu vois, je pense à Alexandre qui a vécu un peu ce truc-là. Je pense à lui, tu vois. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que des exemples comme ça, quand je fais des podcasts, l'exemple que j'ai donné il y a un an dans notre podcast, c'est pas le même que je vais donner là. Et là, celui que je vais donner, il est tout simple. Alexandre, j'en ai deux, tu vois, il y en a un qui est, d'ailleurs, j'en ai parlé ce matin en story. Et Alexandre, lui, c'était il y a quelques semaines. Il part en Australie avec sa chérie, il a une tétraplégie plus haute que la mienne. Tu vois, le gars, putain, je sais ce que ça doit lui coûter en énergie, en temps, en organisation, parce que moi, j'ai une dépendance qui est moindre comparée à des gens comme lui. Et je me dis même pour sa copine, sa charge mentale. Moi, je sais aussi ce que c'est de vivre en couple avec quelqu'un qui subit aussi ton handicap indirectement, et ça peut causer du tort, et des fois, ça peut causer aussi à la rupture. Et bon, ça c'est un peu intime, et c'est des sujets sur lesquels je parle pas forcément. Peut-être que je le ferai un jour. Bref, je pense que vous pouvez lire entre les lignes. Et je pense que, tu vois, il y a aussi ce côté, ça peut être très impactant pour la personne qui t'accompagne. Et je me dis, putain, quand je vois ça, ça me révolte. En fait, il va pour prendre l'avion pour partir en Australie. Donc il prend son premier avion, il atterrit, je sais plus, à un endroit où il y a sa correspondance ou je ne sais où, pour prendre un avion, donc je sais plus, c'était Qantas, la compagnie, on peut la citer, hein, compagnie australienne. Et là ils disent non, vous pouvez pas rentrer, votre fauteuil il est trop lourd, je sais pas trop quoi, machin. Le mec a été refusé dans l'avion pour voyager. Et là tu te dis, mais dans quel monde on vit? Genre, on est en 2024. Alors j'aime beaucoup cette expression parce qu'en 2024 ça voudrait dire qu'on devrait tout faire et tout. Et que tout devrait être parfait en 2024. Non, mais je veux dire par là, c'est que putain, genre les gars, quand est-ce qu'on prend nos responsabilités? Quand est-ce qu'on accueille un public handicapé? Ça peut arriver à tout le monde. On peut tous faire un AVC, on peut tous avoir un accident de la vie, et on est beaucoup plus concernés que ce qu'on croit. Tu vois, genre, encore hier, je déjeunais avec un rendez-vous professionnel, et la personne que j'avais en face de moi, elle me dit, bah moi je connais personne, mis à part toi, en situation de handicap. Je dis, bah moi c'est tout l'inverse. Je dis, maintenant que je suis concerné par le sujet, j'ai l'impression que tous mes potes c'est des gens en fauteuil, tu vois. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on croit, c'est juste que ces gens-là, on les touche pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle je rejoins, pour boucler un peu la boucle, c'est aussi pour ça que je fais des défis quand je me lance, pour aller interpeller, encore une fois, des gens à qui ces réflexions, tout ça n'est pas venu. Bref, pour revenir à Alexandre, il se fait refuser, je trouve ça révoltant. Et je sais même plus pourquoi on parlait de lui, pourquoi on parlait du sujet de l'inaccessibilité. Ah si, voilà. Et en gros, eh ben voilà, moi je mets des situations comme lui en avant parce qu'en fait tu te rends compte que c'est des situations qui sont constantes, constamment, tout le temps. C'est une charge mentale qui est énorme. Et en fait, les séquelles, elles sont énormes parce que t'as des gens qui vont se décourager, qui vont pas sortir de chez eux, qui vont pas aller faire des études, qui vont pas aller travailler, qui vont s'isoler socialement. Donc s'ils s'isolent socialement, ils rencontrent personne amicalement, donc ils sont encore plus isolés. Quand ils rencontrent, ils peuvent pas rencontrer quelqu'un amoureusement parlant, sentimentalement parlant, parce que c'est plus compliqué, parce qu'ils ont peut-être une estime d'eux-mêmes qui est pas la bonne, parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, etc. Voilà, la confiance, là je parle de connaissance de cause, je pense que la confiance ça donne aussi une forme de séduction qu'ils n'ont peut-être pas. Et tu vois, c'est aussi en partageant des témoignages comme le mien ou comme d'autres que putain, genre, il faut que les gens s'affirment par rapport à eux-mêmes. Je m'y perds un peu là, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'idées reçues sur la différence, sur la cause, sur plein de choses. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui se brident, alors qu'il y a des gens qui pourraient coller entre eux, tu vois. Toi, typiquement, quand t'as pas accès à l'accessibilité, donc ce que je disais là, tu t'isoles et en fait, à la fin, tu te demandes quelle est ta putain de place dans la société. Et tu te dis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et en fait, des exemples comme ça, il y en a plein. De l'université qui est pas accessible, de l'avion qui te prend pas, du train, il faut faire... c'est la croix et la bannière pour réserver un billet de train. Qui plus est, quand le truc change un petit peu, parce qu'il faut changer de gare, parce que si, parce que ça, parce que t'as un aller-retour et que tu fais quand même une halte entre-temps dans la capitale, et en plus dans la capitale, tu peux pas prendre le métro, donc tu dois trouver des alternatives pour pouvoir te déplacer. Donc soit tu payes des taxis qui coûtent très cher, qui peuvent te refuser, soit tu prends des bus dont la rampe électrique peut être en panne, soit tu dois avoir une trottinette ou un système motorisé qui coûte de l'argent. Là où je le disais, si t'as pas accès à l'étude, si t'as pas accès à un emploi, tu gagnes 900 € d'AH. Tu fais comment avec 900 € d'AH pour t'acheter un truc qui en vaut 2000? Pour voyager, pour l'exutoire, pour le bien-être, tu vois. Et bref, tu vois, ça englobe beaucoup le sujet.
Et tu vois, t'as Alexandre, et ce matin, t'as encore le cas de Jérémy. Ça fait des années qu'on se suit, et là, ça faisait des années que je voyais qu'il avait ce projet d'avoir un camion adapté pour travailler. Il rêvait d'être routier, tu vois. Il a mis du temps à trouver une entreprise qui lui fasse confiance. Donc, l'énergie qu'il lui faut pour trouver une entreprise qui s'engage financièrement, toutes les entités qui ont permis de financer la rampe électrique, le système de conduite, etc. Et là, ça fait quelques semaines qu'il bosse, tout se passe très bien, la rampe qui tombe toujours en panne, toujours un problème, jamais, tu vois, il y a quelqu'un pour la réparer, machin, et là, genre, sa rampe, ça va mieux, et là, c'est son câble d'accélération qui a lâché, et il n'y a pas la pièce détachée de l'aménageur, qui lui a fait son aménagement. Donc en fait, le gars, il se retrouve, c'était son putain de rêve, il va pour bosser, son employeur, quand bien même il peut être compatissant et réfléchi par rapport à la situation, bah, c'est aussi un manque à gagner pour lui. Il va payer un salaire d'un mec qui travaille pas. Et puis, bah, il y en a, ils prennent pas leurs responsabilités parce qu'il manque la pièce et tout. Mais en fait, ça devrait pas exister, ça. Genre, encore une fois, c'est qui prend ces putains de responsabilités. Et c'est trop facile de dire oui, mais machin, faut attendre, faut comprendre. Non, en fait, il y a un moment, vas-y, flemme. Tu vois, genre, l'accessibilité, elle conditionne nos putains de vie, en fait. Et moi, genre, ce matin, ça m'a révolté, là, de lire son truc. Et d'ailleurs, je me suis un peu lâché avec beaucoup d'élégance et de dignité. Mais voilà, j'essaie de pas être grossier et tout, mais... Et je trouve que, tu vois, le fait de rester comme ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai parlé d'Alexandre, parce qu'il a fait une vidéo sur son compte, et tu verrais l'élégance et la dignité, le calme dans ses propos, quand il parle qu'il s'est fait refuser et que t'as sa copine, pareil, qui dit la même chose. Les deux, je me dis, alors ils m'ont dit en off, quand il n'y avait pas la caméra, c'était pas ça. Mais quand ils ont cette faculté de rendre public quelque chose, une situation comme celle-ci, avec un calme olympien, d'un truc putain, je vois pas le mot. Révoltant. Qui est révoltant, merci. Qui est dégueulasse. Bah, je trouve que, putain, ça lui donne une consistance. Moi, quand j'ai la vidéo, je me dis, le mec, genre Chapeau. Ah ouais, genre vraiment. Et c'est pour ça aussi, des fois, je me dis peut-être que pour que les messages y passent, c'est pas toujours être dans dans le côté vindicatif. C'est aussi, tu vois, genre avoir ce recul, de prendre sur ses émotions. Et je peux te dire que ça nous coûte énormément. Parce que quand t'accumules, des fois t'as envie de péter un câble. Et pour te garder ce recul et ce calme pour exprimer les choses, et c'est un travail à faire sur nous-mêmes en plus Du travail de d'éducation. travail. Ouais, en plus du travail de se reconstruire de quelque chose de compliqué. Et quand t'as passé ces steps-là, voilà, moi c'est pour ça aussi maintenant que je suis en mesure d'aller prendre la place que j'ai envie d'avoir. J'ai pas peur d'utiliser le mot notoriété, etc. Parce que je pense que maintenant, ça y est, je suis armé en fait psychologiquement, vocabulairement parlant. Je sais pas si on le dit comme ça, le mot bref, vous m'avez compris. Mais je pense que voilà, j'en ai marre en fait de voir ces situations et je me dis putain, faut qu'on fasse bouger les choses. Alors je suis personne, hein, mais je connais mon niveau d'ambition, je connais ma détermination et je sais qu'un jour ou l'autre, on fera bouger les lignes en fait. Et quand bien même c'est pas le cas, au moins j'aurais essayé et c'est déjà comme ça qu'on avance, tu vois. Bien sûr. Et en plus, il y a des choses à faire bouger sur des tas de plans, mais ne serait-ce que, je le disais tout à l'heure, dans ton quotidien, il y a je sais plus quand c'était, mais il y a une période, tu postais les vidéos de ton ascenseur qui tombait constamment en panne, où tu vas être obligé d'attendre pendant des heures que quelqu'un intervienne, ou quand tu fais un repas, si par exemple, tu vois, j'y ai pensé ce midi, je me suis fait des pâtes en 2-2 avant de venir, et je me suis dit, mais moi, ça m'a pris 10 minutes, mais toi, les mêmes gestes, ça va te prendre beaucoup plus de temps, et ça, tu le montres dans ton quotidien. Et des fois, on se dit, ah ouais, je râle parce que j'ai pris tant de temps à faire ça, mais combien de temps ça prendrait Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, ce que tu me dis là, c'est que des fois, on m'a reproché, non pas qu'on me l'ait reproché, mais on me disait, attention, Martin, tu t'es très critique ou tu râles beaucoup. Ah En fait, bon? ouais. Et en fait, c'est pas que je râle, c'est juste de montrer une réalité. C'est ça. Tu vois? Et tu vois, genre, des fois, et je le fais volontairement parce que, genre, encore une fois, c'est assurer cette récurrence dont je parle depuis tout à l'heure dans les propos que je me dois d'avoir pour que les gens en prennent conscience, en fait. Tu vois, quand je vais faire ma promotion à Paris du livre Résilience,
quand je dois me déplacer dans tout Paris, que j'ai ma trottinette, alors, la chance que j'ai, c'est qu'il a pas plu cette semaine-là. Enfin, les 2 semaines où j'y étais. Mais tu vois, de devoir gérer le logement, de devoir m'habiller tout seul, de devoir me déplacer d'un endroit à un autre à Paris. Ou tu te lèves beaucoup plus tôt parce qu'il te faut plus de temps pour te Exactement. préparer. Tu vois, genre, des fois, je mange pas le midi parce que j'ai pas le temps, parce que, comme tu dis, j'ai pas le temps en 2 minutes de faire des pâtes ou machin. Quand je suis chez moi, ça va parce que c'est à peu près accessible, mais c'est pas toujours le cas. Et ça aussi, il a fallu que je me permette d'interrompre, mais ça aussi, quand t'es arrivé dans cet appartement, oui, ils sont gentils à dire que c'est un appartement habilité pour personnes handicapées, mais c'est une grosse blague quand même. Ouais, et encore que ça va encore par rapport à moi, mes possibilités, mais tu vois, genre, la porte, elle est lourde, il y a un petit seuil, quand tu dois pousser la porte, quand t'as les mains courantes qui sont mouillées, tu glisses dessus, donc moi je pousse la porte un peu en mode bélier pour pousser la porte, sauf que je suis obligé de passer le petit seuil en plus, donc faut que je soulève le verrou, donc bon, moi j'y arrive, mais c'est pas le cas de tout le monde, et t'as la porte de l'immeuble à côté, t'as pas le seuil, et bon, bah, comme par hasard, le mien il y en a un, bon, bref, il est pas énorme, mais suffisamment pour me faire chier quand j'ouvre la porte. Les portes sont très lourdes. Après, je me mets à la place aussi des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers. C'est qu'on est dans une ère où tout le monde s'en branle de tout, on vient tout péter. Moi, on a pété la vitre en bas de chez moi. Si ça avait été des portes électriques, bah, il y aurait encore des couillons qui l'auraient vandalisé. Et ça coûte de l'argent. Et en fait, j'essaie aussi d'avoir cette réalité-là. Et des fois, je me dis que putain, le combat, il est compliqué parce que ça va au-delà du handicap, ça va de l'éducation, de plein de choses. Et pour autant, bah, comme tu le dis, moi, tout prend un petit peu plus de temps. Quand je vais à Paris, quand je vais faire la promo et que je dois être à 8h, je sais pas, sur Radio France ou je sais pas quoi, là, avec Léa Salamé, sur France Inter, je crois, c'est ça. Bah, quand tu dois être là-bas à 8h, bah, moi, à 6h30, je suis levé parce que bah, il me faut le temps de me lever, de m'habiller, de me doucher, de me mettre sur ma trottinette, de pousser les portes qui sont lourdes, c'est pas en 2-2, et d'aller aux toilettes. Enfin, tu vois, genre, c'est des trucs. Et je l'exprime, non pas que j'ai envie de montrer mon intimité et toute ma vie, c'est juste que ce que je montre là, c'est ce que toutes les gens dans ma situation vivent. Et plein de gens n'en ont pas conscience. Et plein de gens n'en ont pas conscience. Et encore que, j'ai de la chance d'être hyper autonome. Mais tu vois, il faut gérer aussi ses auxiliaires. Quand elles sont là, quand elles sont pas là. Tu vois, là, quand on fait le podcast, faut que je lui dise que je vais annuler parce que j'ai un truc ce soir. Et tu vois, j'avais oublié d'y penser parce que bah, je suis dans d'autres projets et tout. Et en fait, il faut penser à tout le temps. Et c'est une putain de charge mentale. Donc, tu vois, on parle beaucoup de charge mentale pour les femmes, etc. La place de l'homme dans le foyer, les enfants, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que je m'entends davantage avec les femmes et je pense que je touche même beaucoup plus un public féminin. C'est que déjà, les femmes ont une sensibilité qui est un peu plus importante et je pense qu'elles sont plus en conscience par rapport à ça. Par rapport à cette charge mentale, ouais. Par rapport à cette charge mentale, et c'est pour ça aussi peut-être que sans transposer au handicap, elles se rendent compte de elles ce que ça peut leur coûter de devoir penser l'enfant, les courses, les machins, la place de l'homme dans le foyer, etc. Et finalement de se dire bah lui il a aussi ça. Et finalement bah elles comprennent peut-être le degré de charge mentale qui est le mien, mais qui est aussi encore une fois celui qui est partagé par une communauté qui est énorme. Donc voilà, le but aussi c'est de trouver l'équilibre entre l'intimité, montrer ce que tu as envie de montrer, voilà, mes propres démons aussi à dompter et aussi, à mon sens, montrer la réalité qui est commune à plein de gens dans ma situation. Et tu parles de tes démons, j'ai une question, c'est peut-être un peu perso et tu peux très bien me dire Joker, next question please. Justement, quand ces démons-là, est-ce que après 6 ans et demi, t'as toujours le même type de démon ou est-ce que ça évolue ? Moi, je suis plus comment dire ? Je pense que c'est attends, comment je vais l'exprimer ? Parce que tu vois, c'est une question aussi que j'ai répondu à laquelle j'ai répondu par rapport à Olivier. Il me dit mais qu'est-ce qui manque encore, tu vois ? Et je sais plus comment il l'avait posé. Et je lui dis en fait, ce qui est très dur et ce qui l'est moins maintenant, parce que j'ai fait aussi beaucoup de chemin psychologiquement parlant. Mais c'est que t'es très seul face à toi-même, face à tes problèmes, très impuissant. Et quand bien même tu as du soutien, t'as un soutien énorme, t'es entre guillemets validé maintenant socialement. Bon, je suis un peu sur le chemin que je me dote d'avoir, je commence à gagner ma vie, etc. Pour autant, tu vois, genre, j'ai toujours ce sentiment d'être très très seul.
Tu vois, même quand je suis avec quelqu'un en couple où tu peux un peu, on va dire, tu vois, merde, je trouve pas le mot, diviser tes problèmes, bah finalement, t'es toujours seul face à des problématiques qui sont très intérieures, très compliquées, difficiles à exprimer, des sujets dont j'ai même peut-être pas toujours encore, enfin, que j'ai pas encore énormément évoqué, etc. Et du coup, je pense que c'est les seuls démons que j'ai, tu vois. Pour autant, c'est toujours passager. Genre, ils me définissent pas et ils vont pas me mettre au plus mal. Au contraire, c'est ma force. Parce que le lendemain, je me réveille, j'ai la dalle, tu vois. Et c'est tout ce contraste aussi qui donne peut-être de l'énergie, et enfin, en tout cas, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, le fait d'être en conscience par rapport à des moments très difficiles que je peux vivre et que j'ai vécu, et de me dire putain, j'en suis là aujourd'hui, vas-y mec, tu peux gravir des montagnes, tu vois. Oui, parce que j'allais te demander, quand on parlait par rapport à tous ces problèmes d'accessibilité, où des fois t'es saoulé, voilà, de toutes ces situations au quotidien, de voir que t'en parles sur les réseaux, que moi je trouve ça incroyable qu'on arrive à te critiquer, à te dire tu montres ton quotidien, j'ai envie de dire mais taisez-vous en fait, enfin... Ouais, mais d'un côté c'est légitime parce que quand on me voit tout le temps, moi le premier, hein, il y a des gens que j'adore, quand je les vois tous les jours, oh je dis, oh, il m'a saoulé avec sa réflexion. Pourtant je vais peut-être pas lui dire. Et il y en a qui ont peut-être pas la présence d'esprit de se dire bon, faut que je garde ça pour moi. Et puis moi souvent quand je ressens quelque chose par rapport à quelqu'un, je me rends compte que finalement c'est le reflet de quelque chose qui se passe en moi, tu vois. Et justement, dans ces moments-là, est-ce que parfois t'en as pas marre et t'as pas envie de te dire mais j'arrête en fait de me battre sur les réseaux sociaux Si, ça m'est déjà arrivé. Après, je vais pas te mentir, hein, les réseaux sociaux, thérapeutiquement parlant, ça m'a permis de me reconstruire. Ça a donné du sens à ma vie. Ça m'a permis d'avoir des opportunités que j'aurais jamais eu sans ça. Ça me permet de gagner ma vie maintenant. Je suis une victime et en même temps, je profite du système. Je suis victime parce que finalement, je joue le jeu que des réseaux, de plein de choses, et pour autant, je me sers du système parce que je sais grâce à ce système-là où j'ai envie d'aller, tu vois. C'est Nekfeu qui disait ça, il disait je vais combattre le système en mon cerveau. Petite dédicace à Nekfeu. Et on approche là, enfin on a abordé plein de sujets et on arrive donc vers la fin de ce podcast. Donc qu'est-ce que tu as envie que les gens gardent en tête par rapport à cet aspect de sensibilisation et d'inclusion qu'ils arrêtent s'il y en a, et on va pas leur jeter la pierre pour tout ce qui est... Enfin si, on va leur jeter la pierre pour les places de parking, qu'ils en prennent un peu conscience, ou s'ils voient quelqu'un devant eux prendre une place handicapée alors que... Je pense qu'il faut pas... Je pense que pour combattre les problèmes de fond, c'est l'éducation. Je crois d'ailleurs c'est Nelson Mandela qui disait que tout partait de là. Hein. C'est que je pense qu'il faut éduquer les gens sur tous les sujets quels qu'ils soient, et que c'est à chacun, encore une fois, de prendre sa responsabilité sur sa vie, sur ce qui nous entoure, sur prendre le temps, et puis peut-être pas se laisser bouffer la tête par les réseaux sociaux, donc ce qui est très paradoxal pour un mec qui est sur les réseaux. Mais non, c'est bien que tu le précises. Mais je pense que, tu vois, quand on dit on n'a pas le temps, on a toujours du temps. On a toujours le temps de se développer, d'aller rencontrer les autres, de se faire du bien, d'aller faire du sport, d'aller en nature, de trouver du sens à sa vie, dans sa passion, dans l'art, il y a plein de mécanismes qui permettent, je pense, d'avancer. Et ouais, c'est d'être en conscience. C'est de réfléchir à ce qui nous entoure. Et puis voilà. Je pense que tu vois, c'est un truc que je disais pas jusque-là, et je pense que c'est un discours que je vais de plus en plus répéter, d'être attentif à ce qui se passe autour de soi. Et voilà. Après, tout le monde n'est peut-être pas dans la capacité intellectuelle, factuelle aussi de le faire, parce que ils sont dans leur truc, et que quand t'es pris par le temps, parce que bon, c'est pareil, moi je dis ça, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de machin. Quand t'as les enfants, tu dois gérer ça, plus ton travail, plus les horaires, plus ces trucs, c'est peut-être pas évident non plus. Bien sûr. Mais c'est se poser des questions. Je pense poser des questions. Et être attentif. Et essayer de comprendre aussi pourquoi des fois je me comporte comme ça vis-à-vis d'un tel. Et souvent tu te rendras compte que c'est que toi t'as encore des choses à gérer avec toi-même.
Ah ben ça c'est tout un process en Introspection. thérapie, voir ce qui nous active, les schémas qu'on répète, c'est vrai que ça, bah écoute, on se refera un épisode là-dessus. C'est ça. Et est-ce que est-ce que tu aurais envie de partager avec nous quelques projets que tu as pour la suite? Ouais, alors les projets, quand, quand ça sortira, on en a un peu parlé tout à l'heure, l'idée c'est aussi d'offrir la possibilité à d'autres de s'exprimer, qui sont plus en mesure de le faire parce qu'ils ont des parcours de vie qui sont différents du mien, mais ont, à mon sens, beaucoup de choses intéressantes à faire valoir. C'est stimulant, c'est enrichissant pour l'intellect. L'idée là, ça va être de créer une émission sur ma chaîne YouTube où je vais faire venir des gens, des invités qui ont des choses à raconter. Voilà, ça sera un peu comme ce qu'on fait là, au format vidéo. Donc ça va être sur YouTube. À réfléchir si je le mets en podcast. Je sais pas encore, il y a plein d'aspects sur lesquels je dois réfléchir. Je dois bien me structurer. Bon là, on arrive quand même là au début de l'aventure parce que ça fait un long moment que j'essaie de trouver des financements, d'organiser le lieu, le machin, ce que je veux, le matos, les invités, le nom de la marque, l'identité visuelle. Enfin bref, il y a beaucoup d'aspects auxquels il faut réfléchir. Donc ça devrait sortir très prochainement. Quand ce podcast, je sais pas quand est-ce que tu vas le sortir. Ça sera peut-être déjà sorti d'ailleurs. Donc ça s'appellera Confidence, ça sera sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, j'ai d'autres projets de livres. Et puis continuer ce que je fais sur les réseaux. Et puis après, bon, c'est pareil, je vais un peu là où le vent me porte. Des opportunités diverses et variées. Et donc les réseaux, bon, il y a quand même mes collabs, etc. Et puis continuer ce que je fais, ça m'ouvre des portes sur du consulting, sur de la conférence. Donc là aussi, c'est très intéressant d'aller toucher aussi d'autres publics de diverses manières. Des fois des PDG, des chefs d'entreprise, des gens qui ont des pouvoirs d'action, des décisionnaires. Et puis voilà, et puis après j'ai des projets un peu plus perso de mon van, voyager, voilà, peut-être trouver quelqu'un quand l'occasion se présentera. Mais bon, je précipite pas les choses, là je sors de quelque chose d'assez compliqué pour moi, j'en ai pas parlé parce que encore une fois c'est de l'intime et puis ça ne regarde pas forcément les gens, et au-delà de ça c'est que ça me concerne pas que moi, donc voilà, je veux pas causer du tort à qui que ce soit. Mais il s'avère que dans la vie, il y a aussi des combats un peu plus intimes dont on parle pas et qui sont pas toujours évidents. Donc voilà, je laisse encore une fois le temps faire son œuvre. Complètement. Et c'est vrai que on est un peu pris par le temps et déjà qu'on s'est Ouais. On s'est bien étalé sur plein de sujets, mais c'est vrai qu'avec ton van, tu le partages sur les réseaux, c'est une liberté retrouvée. Tu expliques que tu peux maintenant être beaucoup plus indépendant dans tes déplacements, si tu veux aller au bord de l'océan, au bord d'une forêt. Et ça, encore une fois, à Good Visa, le côté bien-être voyage, là, j'ai l'impression que c'est un nouveau souffle pour toi. C'est un sentiment de revanche qui est incroyable. Dans l'usage, avant j'étais obligé de me transférer dans ma voiture, démonter le fauteuil, le passer sur le siège passager, donc passer les roues, le fauteuil entre le volant et moi. Donc je mettais 5 minutes à rentrer, 5 minutes à descendre, et là c'est vrai que j'ai la plateforme électrique. Donc déjà, rien que dans l'usage, je suis au paradis. Et en plus de ça, c'est un van aménagé. Là, je lui ai donné un peu plus d'allure parce que j'ai fait faire le covering par une société sur Bordeaux qui s'appelle Capose. Pareil, deux jeunes incroyables avec leur sœur qui ont cette boîte-là. La maman, elle a la sclérose en plaques. Donc tu vois, il y a aussi forcément un lien qui se crée direct. Et c'est cool parce que voilà, j'ai un véhicule qui est un peu à mon image, qui est hyper chouette, qui est élégant, il impose un peu, il a de l'allure. Enfin, bref, je vends mon van, mais j'en suis tellement content. Et puis comme tu le dis, en fait, c'est que ça me permet de renouer avec un sentiment de liberté. Alors je peux peut-être pas aller me balader en haute montagne, aller faire de l'escalade, d'aller sur des plateaux où il y a des lacs, etc. J'ai cette frustration encore, hein. C'est même de le voir sur les réseaux et tout. Pour autant, le van me permet quand même d'envisager que ce soit le cas. Et puis c'est cool, tu vois, de se dire que j'ai cette chance-là, peut-être demain, si j'ai envie de partir en Espagne, au Portugal, en Italie, dans les Dolomites, à Vienne, en Autriche. Il y a plein de coins qui sont géniaux. Tu vois, d'aller en Islande peut-être un jour avec, toi, ça peut être des projets aussi. Enfin, tu viendras nous en reparler. Ouais, je vais vous en reparler avec plaisir, mais ça ouvre le champ des possibles. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, que tu puisses continuer à voyager. Je peux pas tout faire, mais...
Mais déjà, voilà, ça t'ouvre Ouais, ça ouvre des portes. des portes. Et dernière question, est-ce que tu as un coup de cœur du moment? Ça peut être peut-être un livre que tu as lu, une série, Bah un ouais, film. ça peut être le livre que je mets 15 ans à lire en ce moment. C'est le livre de Melissa d'Acosta qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Bon voilà, moi j'aime bien les belles histoires. Ça m'a forcément parlé. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, encore une fois, j'ai fait une séance de dédicace qui est la seule qu'on ait faite avec Louis dans dans un centre culturel. J'étais là. Ah bah oui, c'est là qu'on s'est vu. Oui, et même que tu m'as signé sur le vois. livre, à bientôt pour le podcast, et c'était en novembre, et tu vois, je me suis Mais dit... tu vois, genre, c'est ouf parce que genre ça m'était sorti de la tête. Ouais. Et bah tu vois. Bref, faut pas m'en vouloir. Hein. Ah, non, t'inquiète pas, mais tout ça pour dire, tu vois, il faut persévérer. Mais Ça, si, je si, savais mais que ça allait venir. ça me revient, ça me revient. Et du coup, il faut persévérer, évidemment, effectivement. Mais non, du coup, à cette séance de dédicace, la responsable de la librairie, moi je suis parti un peu plus tard, voilà, parce qu'on avait de 16h à 18h, et puis finalement je suis parti à 19h parce que j'ai pris le temps, parce que j'aime bien ça. J'aime rencontrer les gens, et puis je me dis, putain, les gens ils se déplacent pour moi, bah prendre du temps pour eux, en fait, c'est normal. Et avant de partir, t'as la responsable du coup qui me dit est-ce que voilà, on peut t'offrir un petit truc, est-ce qu'il y a un livre qui te plairait, machin. Je suis moi je suis pas très grand lecteur, si t'as un conseil et tout, vas-y, je suis preneur. Et elle a été me chercher ce livre là, et puis ça m'a plu. Ça parle d'un jeune homme qui est victime d'un Alzheimer précoce, qui va mourir et qui se dit voilà, faut que j'aille voyager en van pour le peu de temps qui me reste à vivre. Et là, il me reste encore 150. Ouais. Spoil pas hein, pour les lecteurs. Non, je spoil pas, mais il me reste un peu une centaine de pages à lire. Mais ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que des fois, j'arrive à lire 150 pages en un jour, et des fois, je mets 3 mois à lire 30 pages. Donc là, on est plus sur la période, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas lu. Bon, on va falloir que je m'y mette parce que j'ai envie de finir et de savoir ce qu'il en est de la finalité. Donc voilà, petit livre sympa. Voilà, ça permet de réfléchir aussi. Ça fait du bien un peu des belles histoires. Complètement. Et moi, sur tout un autre registre, c'est une série Canal+. Je sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle D'argent et de sang. C'est avec Vincent Lindon, Ramsey et Neil Schneider. C'est en fait sur l'arnaque du siècle. C'est une histoire vraie en fait de fraude à la TVA sur les quotas carbone. Je suis pas spécialement fan en temps normal des séries françaises, voilà, je le dis. Mais cette série, une fois qu'on a passé le premier épisode, qui voilà situe un petit peu l'histoire, tellement prenant. Donc c'est sur Canal+, et je te la recommande vraiment. Elle est époustouflante. Et la dernière petite chose avant qu'on termine, je sais que j'arrête pas de dire on va terminer, mais on s'était rencontrés en fait à la course Wings for Life il y a maintenant 2 ans. Et donc c'est une course qui a lieu tous les ans le premier week-end de mai dans une trentaine de lieux en même temps à travers le monde. Et cette fondation a pour but de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière et à la paraplégie. Sur leur site, ils disent « Au moment même où vous lisez ces lignes, quelqu'un vient de se blesser à la moelle épinière et restera paralysé. Donc, quand tu lis ça, tu te dis « Ah oui, d'accord. » Et on en avait déjà parlé, il me semble, ou je crois que c'était lors d'un live sur Instagram dont on parlait de ça. On parle beaucoup, par exemple, à Bordeaux, de la course, même à Paris, du ruban rose, et je trouve ça dommage qu'on parle pas plus de cette course, où 100% des frais d'inscription sont reversés donc, à la recherche sur la moelle épinière, et je mettrai le lien, donc tu me confirmes, tu le refais bien cette année? Ouais, tous les ans. Donc le 5 mai 2024 à 13h, donc là je mettrai le lien de ton équipe, ça serait l'occasion, mais voilà, qu'on se retrouve et qu'on puisse tous courir pour la bonne cause. Ouais, c'est une course qui est mondiale, donc nous, effectivement, il y a un point de rendez-vous à Bordeaux. Après, tout le monde peut participer partout en France. Il y a d'autres points de rendez-vous. Et après, la particularité un peu de cette course-là, c'est que c'est via une application. Parce que physiquement, c'est un peu compliqué de la mettre en place, etc. Bon, après, je cherche pas à tout comprendre non plus, mais en tout cas, voilà, la particularité, c'est que tout le monde peut courir à partir du moment où il y a une connexion Internet, un smartphone et une inscription. Voilà. Et effectivement, tout est reversé à des projets de recherche sur la moelle épinière. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter un des projets en France qui a été financé par ça, qui est le seul en France d'ailleurs qui est financé par ça, qui est une docteure, Madame Omera Nawabi, qui travaille sur... J'ai fait une vidéo aussi YouTube, je crois que c'est la dernière que j'ai postée d'ailleurs sur YouTube, ça fait 7 mois. Mais non, du coup, c'était intéressant, parce que du coup, elle a travaillé un petit peu sur
la connexion neuronale. Donc c'était très très intéressant. Et ça aussi qui est chouette dans le métier, ou en tout cas dans la vie que j'ai, c'est que j'ai des opportunités, je rencontre des gens et ça me permet aussi d'avoir une vision de tout un écosystème, de toute une vision de la société qui est importante. Et plus t'as d'éléments, mieux t'es à même de nous défendre. Donc tu vois, c'est sûr qu'il n'y a pas de primauté, tu vois, pour revenir à Octobre Rose sur une cause plus qu'une autre. Tu vois, le cancer, moi j'ai ma tante qui en a été victime, j'ai la mère d'une de mes ex-copines, pareil, elle a eu un cancer du sein. Enfin, ouais, il y a quand même beaucoup de personnes et des femmes qui sont concernées par ça. Donc moi je serai toujours le premier à les défendre et à défendre des causes comme celle-ci. Pour autant, c'est vrai que quand je vois l'engouement que peut avoir Octobre Rose et la difficulté qu'a la Wings for Life à prendre de l'ampleur, j'ai un peu de la frustration parce que déjà moi je me dis que je suis suivi par beaucoup de personnes, que j'en vois pas forcément beaucoup qui sont là et des fois même les principaux concernés qui sont des gens en fauteuil. Et des fois je vois beaucoup de gens en fauteuil qui disent les gens se désintéressent de nous, ça avance pas, machin, c'est avec un problème de pognon, et que quand on a l'occasion de le faire, y a pas forcément du monde aussi pour être là. Moi, tu vois, là, je vois des gouttes, ça pleut à grosses gouttes pendant qu'on fait le podcast à la maison. Mais tu vois, genre, il y a une année, c'était il y a 3 ans, il a plu, on s'est retrouvé à 7 sur les quais, et moi j'y suis allé, tu vois. Alors que je suis tétra, je peux même pas me pousser, je me prenais la flotte sur la gueule, j'ai eu froid, et j'y suis allé ne serait-ce que sur le principe. Moi j'y vais pas pour faire de la compétition, j'y fais parce que, voilà, Et c'est ça aussi le principe de la course, c'est que tout le monde peut participer. Que tu sois en fauteuil roulant, en marchant, en courant, en rampant, en restant statique. Bon, je rigole, mais... Et effectivement, même si vous n'êtes pas sur Bordeaux, les gens pourront quand même rejoindre ton équipe. Tout le monde peut rejoindre l'équipe aussi, c'est-à-dire que tu t'inscris, après tu peux rejoindre... Mais après, encore une fois, ça c'est plus c'est plus pour voir, moi, quel est l'impact que je peux avoir de dire aux gens inscrivez-vous dans leur... Enfin, on s'en fout, tu vois, genre, qu'ils soient dans mon équipe ou pas. Ce qui compte, c'est que, je crois, l'année dernière, ils ont quand même récolté 4 millions. Et du coup, ça permet de financer des projets de recherche. Donc, toi, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit je veux être le Bruce Wayne, d'avoir de l'argent... Et payer la recherche, pour le moment, j'ai pas les moyens de payer de la recherche, moi, personnellement. Comment ça, tu mets pas 4 millions pour la recherche sur la moelle épinière ? Comment ça ? Attends. mais non, du coup, c'est compliqué. Et du coup, je me dis, voilà, je peux avoir un impact à mon échelle. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller chercher de la notoriété encore plus grande. C'est que je connais mes intentions, elles sont bonnes. Et quand bien même, évidemment, si au passage, je peux vivre plus confortablement, je le ferai. Pour autant, ça m'oublie pas, j'oublie pas qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Et puis même, genre, je sais ce que ça coûte de traverser des épreuves comme celle-ci. Je me dis, si un jour je peux éviter d'avoir à des gens de traverser le désert, et pas celui du Maroc qu'on a fait avec Laurie, mais c'est vraiment la traverser seule, face à toi-même, face à tes douleurs. Et c'est très compliqué. Et il y a des gens qui s'en sortent pas, il y a des gens qui mettent fin à leur jour, parce que, voilà. Et j'en ai connu, donc... c'est aussi pour ça, tu vois, pour tous ces gens-là, t'as envie de te battre, quoi. Puis ça donne un sens à ta vie. Je pense que quand t'as trouvé le sens à ta vie, rien qui peut t'arrêter. Ce sera le mot de la fin. Exactement. Quelle belle note. Écoute, merci beaucoup, Martin, pour cet épisode. J'espère que peut-être on retrouvera des auditeurs et auditrices à la course Wings for Life. N'hésitez pas aussi à me tenir informé si voilà, vous êtes fiers de vous d'avoir fait votre don pour Médecins Sans Frontières, ça permettra de traquer un petit peu aussi l'impact qu'aura eu ce podcast, parce qu'encore une fois, je le redis, je suis ravie d'avoir pu mettre en lumière avec toi les actions de Médecins Sans Frontières grâce à ce podcaston. Donc, je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode. Et encore, merci Martin. Et merci à toi. Et une belle fin de journée à toi. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Salut, ciao. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.